Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons parler du logement. C'est un sujet malheureusement pas suffisamment évoqué en France, notamment dans les médias. Et c'est vrai que dans la classe politique, on parle... C'est complexe, hein, le logement, mais en même temps, c'est essentiel pour les Français parce que le loyer, ça coûte cher. Le loyer, tiens, messieurs, avant les présentations, ça représente quoi dans le budget des Français, le loyer, aujourd'hui, en pourcentage? De ceux qui sont locataires, parce que c'est pas tout le monde évidemment, c'est à peu près 25%, mais dans le parc social, dans le parc HLM, c'est moins, et c'est le but, hein, c'est plutôt autour de 20%, et dans le parc privé, dans les grandes villes, ça monte très vite jusqu'à 35-40%, voire plus. Voire plus. Donc, essentiel, Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre et porte-parole du collectif des associations unies pour une nouvelle politique publique du logement. Alors, le logement, pourquoi en parle-t-on ce matin? Parce que l'Assemblée nationale examine cette semaine une proposition de loi anti-squat portée par des députés de la majorité présidentielle. Que dit le rapporteur, le député Renaissance Guillaume Kasbarian? Actuellement, je le cite, actuellement, un squatteur risque 1 an de prison et 15 000 euros d'amende, mais le propriétaire qui change la serrure risque 3 ans et 45 000 euros d'amende. Mathieu Lefebvre, vous êtes député La République En Marche, membre de la Commission des Finances. Je vois acquiescer. Oui, parce que c'est absolument inadmissible que les sanctions soient 3 fois inférieures aujourd'hui pour un squatteur que pour un propriétaire qui déloge un squatteur. C'est une proposition de loi qui vise à mettre un terme à des comportements absolument malhonnêtes et qui fragilise en réalité la situation du parc locatif privé. Parce que quand on est un propriétaire, si on n'est pas sûr de pouvoir être payé, qu'est-ce qu'on fait? Soit on met plus son logement à la location, soit on se reporte vers de la location du type Airbnb, soit on demande de plus en plus de garanties aux locataires. Et ça contribue en effet à renforcer un marché du logement qui est totalement enquisté. Bien, nous avons avec nous également notre troisième invité, Eudes Beaufreton, qui est directeur général de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour. Bonjour. D'abord, combien de propriétaires en France? Il y a à peu près... Immobilier, je parle. Hein. Oui, il y a à peu près 25 millions de propriétaires. 25 millions de propriétaires immobiliers en France, oui. Dont une petite partie sont des bailleurs, puisque aujourd'hui 60% du marché locatif est rempli par des locations privées, donc par des bailleurs privés. Et donc c'est l'occasion pour moi de dire que les bailleurs jouent un rôle social aujourd'hui dans le marché locatif et que à ce titre-là, ils ont besoin d'avoir des garanties pour effectivement pouvoir remplir leur contrat, leur mission, qui est de pouvoir mettre à disposition des logements, puisque je le disais, ça représente 60% du marché locatif. 24% des ménages détiennent 68% des logements possédés par des particuliers. Oui, mais en même temps... Ce sont des propriétaires qui ont plusieurs appartements. Oui, alors la réalité ou du plusieurs maisons. Bien sûr. Bon. La réalité du marché locatif, c'est quand même pas tout à fait ça, quoi. La majorité... ce sont des chiffres. La majorité en fait des propriétaires bailleurs en réalité ont un bien qu'ils mettent à la location, qui constitue en réalité un complément de retraite pour eux. Donc on est loin de l'image... Ou de revenus. Ou de revenus, bien sûr. Donc on est loin de l'image du propriétaire rentier qui en tire un revenu. Ça, c'est le cas de quelques foncières qui sont établies, qu'on connaît, etc. Mais la majorité du marché locatif, ce sont de petits bailleurs et donc des ménages qui cherchent un complément de revenu, soit durant leur activité ou soit pour leur retraite. Vous n'êtes pas d'accord, Manuel Domergue? Moi, j'ai tendance à croire plutôt les chiffres de l'INSEE que ceux de l'UNPI. Et ce que je vois, c'est que les 3/4 des locataires en France, leurs bailleurs, ils possèdent plus de 3 logements. Le sien, souvent, et plus de 2 logements locatifs. Oui, le sien, c'est normal. Est-ce que ça justifie le squat? Alors, ça n'a aucun rapport. On va parler des squats. Si je peux et donc, la plupart sont des bailleurs aisés. C'est pas forcément des milliardaires, mais des bailleurs aisés. Et même quand on dit petit propriétaire qui possède un logement locatif, ça ne veut pas dire modeste. Mais attendez, j'ai une question. C'est pas parce qu'on est aisé qu'on doit être lésé. Absolument. Mais ça, c'est une question que... le débat. Il y a en France des locataires qui sont en général plutôt affaiblis par la hausse des prix des loyers, des squatteurs qui sont tout en bas de l'échelle, et quand on regarde les bailleurs, statistiquement, c'est pas tous, font partie des catégories aisées de la population. Voilà. Alors moi, je voudrais quand même rappeler que qu'est-ce que c'est que le squat? C'est l'occupation illégale du bien d'autrui. Faut quand même rappeler ça. Alors après, qu'il y ait des problèmes de logement, ça c'est un autre débat, mais pour autant, quand vous occupez illégalement le bien de quelqu'un d'autre,
c'est quand même un délit. Et à ce titre-là, si vous voulez justement qu'on ait un marché du logement locatif qui soit juste, il faut que chacun soit protégé. Et aujourd'hui, c'est vrai que la loi est disproportionnée. Elle est en faveur des squatteurs et en défaveur des squattés. C'est une réalité. Et la malhonnêteté ne peut pas être une réponse au mal logement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il est 11h06, je vous invite à témoigner. Nous allons faire la différence entre le squat et l'impayé de loyer. Ce sont deux choses bien différentes. Le squat, c'est une occupation illégale d'un logement, maison ou appartement, et l'impayé, bon, un locataire peut avoir des difficultés pour payer son loyer parce que ça devient de plus en plus difficile à cause de l'inflation, à cause du coût de l'énergie, etc., etc. Donc, parfois, on a des difficultés pour payer son loyer. Et là, on est dans une autre configuration. Mais attardons-nous pour l'instant au squat avec des témoignages 0826 300 300. Et nous avons quelqu'un que nous connaissons bien sur Sud Radio qui témoigne. Et oui, moi, en fait, j'ai fait un héritage de ma mère, d'une maison. Au-delà d'apprendre la mort de sa mère, c'est très compliqué quand derrière vous apprenez par le voisin que la maison est squattée. Et ça a été un véritable choc parce que moi, je n'ai même pas eu la chance d'aller avant les squatteurs, de découvrir la maison de ma mère décédée. Ils l'ont vue avant moi. Donc ça a déjà été un choc assez fort. Et ensuite, le voisin a appelé la police. C'était à Livry-Gargan, Seine-Saint-Denis, et la police est venue tout de suite. Moi, j'ai eu cette chance-là. Ils les ont expulsés. La police m'a appelé en disant « Vous avez 48 heures pour emmurer votre maison. Nous, on va les libérer dans 6 heures. » Il n'y avait que 6 heures pour qu'ils soient libérés. Et donc, j'ai dû aller au commissariat. Et là, j'ai appris que, comme pour les passeurs de migrants, il y avait des sites internet sur lesquels il y avait des adresses des maisons, parce qu'ils vont consulter les gens qui décèdent, ils vont voir les avis de décès et ils vont vendre les adresses de ces avis de décès entre 1000 et 3000 euros. Moi, j'étais sur une de ces listes. La maison de ma mère était sur une de ces listes. On a mis une alarme. J'ai appelé une société pour emmurer la maison. Donc, ça m'a coûté de l'argent. Alors, vous ne pouvez pas emmurer tout de suite parce qu'évidemment, si vous voulez vendre votre bien, il faut faire tout ce qu'on appelle les statistiques, électricité, voir, etc. Donc, pendant 4 jours, vous êtes obligé de prendre un gardien qui va venir, que vous payez vous-même, pour surveiller la maison, pour pas qu'elle soit resquattée. Et ensuite, quand moi j'étais au commissariat, il y a eu 2 choses qui m'ont dit au-delà de les listes. Ils s'étaient fait livrer des pizzas de Pizza Hut avec une facture, et la facture, elle est à leur nom et à l'adresse de la maison. Et c'est ce document qu'ils ont donné à l'EDF pour pouvoir changer d'électricité. Et EDF a accepté une facture de Pizza Hut pour que l'électricité soit changée. Voilà la réalité. Et moi, la réalité de ça, c'est que ça a été d'une violence totale. Et on a emmuré la maison. Et vous savez quoi ? Eh ben, la maison, elle a perdu 25% de sa valeur. Parce que comme elle est emmurée, j'étais obligé de la vendre emmurée. Bien sûr, Gilles Gansman qui témoigne. Gilles, aujourd'hui, vous avez vendu cette maison au voisin. Au voisin ? Ouais, vous avez vendu la maison au voisin. Ouais. Mais ça m'a sauvé. Obligation d'emmurer la maison. Oui. Vous me disiez tout à l'heure, emmurer, c'est la solution. C'est la solution. La maison est squattée. Moi, la personne que j'ai eue d'emmurer, il faisait en moyenne 3 à 4 maisons par jour pour emmurer. C'est vraiment la solution. Et l'autre chose qui était incroyable quand j'y repense, c'est, il m'a dit, donc c'est les fenêtres, les portes et surtout la cheminée. Parce qu'ils peuvent passer par la cheminée. Donc il faut aussi emmurer la cheminée. Et après, vous êtes obligé de vendre emmuré, mais vous pouvez plus faire de visite. Moi, la chance que j'avais, c'est que le voisin était intéressé pour s'agrandir. Et j'ai eu cette chance-là. Mais vous pouvez plus faire visiter votre maison, sauf sur des photos. Vous prenez des photos. Donc ça, c'est un vrai scandale. Et heureusement, je dois dire, j'ai eu un commissariat assez extraordinaire là-dessus. Mais pendant ce temps-là, vous faites pas votre deuil. Vous pensez aux pauvres, etc. Mais moi, je fais pas mon deuil pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, j'ai pas eu du temps de réfléchir. J'ai eu tout ça à gérer. Merci Gilles Gansman pour ce témoignage. Merci. Votre réaction, est-ce qu'il faut changer la loi, améliorer la loi, mais le témoignage est pour aider ces propriétaires? Le témoignage, il est intéressant. Il montre que la loi permet déjà, en combien ? En 24 heures
d'expulser des squatteurs de domicile. Parce que la police est venue. Oui, évidemment. Et c'est ce que je dis. C'est que la loi permet... Parce que j'avais pas d'enfant. Enfin, c'était deux ados. Enfin, la loi c'était pas une famille. C'était pas une famille. La loi ne parle pas de famille. La loi si, quand il y a un enfant, c'est très compliqué. Pas du tout. La loi dit que quand il y a un squat de domicile, en 48 heures, ou 72 heures maximum, le préfet, la police, expulse sans jugement, donc c'est assez rapide, on ne peut pas faire plus vite que ça quand même, des squatteurs qui se présentent chez vous, chez votre mère. Ça n'est pas le cas pour les logements vides, monsieur. Exactement, puisque ce ne sont pas des domiciles. On est bien d'accord. Oui, mais d'accord. Moi, c'était un logement vide, je suis désolé, mais je ne permets pas. Mais imaginez que je sois en vacances ou que mon voisin ait peur. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, moi ma maison est squattée et je pars de 2 ans. Non, mais là, votre exemple montre que la loi, justement, a été bien appliquée. Et donc la loi faut pas que ça soit 48 heures. Il faut que ça soit tout le temps qu'on puisse les expulser. Mais non, mais c'est tout le temps. Mais en 48 heures, on les expulse. Non, après 48 heures, c'est considéré. Non, c'est faux. Vous vous trompez. Non, ça, c'est un cliché qui est véhiculé souvent. Vous constatez le squat d'un domicile, vous allez à la préfecture et la préfecture, en 2 jours, expulse les squatteurs. C'est ce qui s'est passé pour vous. Donc, c'est l'exemple type que la loi existe. On va déjà. demander à nos auditeurs de témoigner. 0826 300 300. Il est déjà 11h12. On va observer. Non, vous vouliez répondre. Oui, tout à fait, parce que vous parlez d'un logement qui est un domicile. C'était votre cas, et moi je vais avoir un témoignage complémentaire qui est le mien. J'ai acquis il y a quelques années un bien qui était vide, puisque c'était pour devenir ma résidence principale, mais qui était vide au moment du squat. Et entre le moment où je l'ai visité et le moment où j'ai signé l'acte définitif, eh bien, il a été squatté entre-temps. Et lorsque je suis arrivé le lendemain de la signature avec les clés, le bien était squatté. J'ai mis 16 mois pour le récupérer, alors que ça devait être ma résidence principale et que je n'ai pas pu, du coup, l'occuper. 16 mois de procédure, 16 mois où j'ai dû me reloger alors que j'avais dénoncé mon bail puisque j'allais l'occuper. Et donc, ça s'applique pas, effectivement, aux biens qui ne sont pas qualifiés de domicile. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un vide juridique qui est à combler, que cette loi Kasbarian, justement. Alors justement, nous allons entrer dans la loi pour voir un peu ce qu'elle prévoit, si c'est une bonne loi ou pas. Il est 11h13, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, les témoignages 0826 300 300 autour des squats. Il y a un guide pour squatter un logement vide. Vous m'avez donné ce guide de Beaufreton. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. C'est un guide des tours de passe-passe, avec une bonne connaissance de la loi française, permettent de squatter un logement un bon moment. Un bon moment, ça veut dire plusieurs mois, si j'ai bien compris. Alors, il faut faire, je regarde, il faut faire du repérage pour trouver le parfait squat, s'installer silencieusement, je dis bien silencieusement, et le plus rapidement possible, se préparer à l'arrivée des forces de l'ordre et du proprio. Voilà. Donc là, il y a tous les conseils qui sont donnés, je ne sais pas par qui. Par qui, d'ailleurs ? Par qui ? C'est un site qui est en ligne et il y en a plusieurs. Donc, ce que je veux démontrer en vous indiquant cela, c'est effectivement, il y a des gens qui sont en difficulté. Ça, c'est une réalité, on peut pas le nier. Mais de l'autre côté, il y a aussi des squatteurs professionnels. Il y a un encouragement aussi à cela. Et je crois que c'est pas une bonne solution finalement d'opposer les uns et les autres. Et donc, il faut trouver une solution intermédiaire. Et c'est vrai que la loi aujourd'hui, elle est disproportionnée. Néanmoins, c'est de restaurer la confiance qu'il peut y avoir entre le propriétaire et un locataire. Il faut bien savoir quand même que quand il y a un squatteur, l'autre victime, c'est le locataire qui ne pourra pas prendre son bien, puisque finalement un bien qui est destiné à la location, s'il est squatté, finalement c'est pas possible. Plus le propriétaire, et ça ne résout pas le problème du squatteur. Donc effectivement, le problème est beaucoup plus large que ça. C'est pour ça que je faisais la différence entre le squat, les squatteurs professionnels ou semi-professionnel, et la personne qui a des difficultés pour payer son loyer. C'est pas tout à fait pareil. Témoignage encore. Dominique, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Dominique. Vous avez vécu 2 situations de squat. Ah oui, deux dans la famille. Donc la première, c'est ma maman qui loue un petit appartement de 45 mètres carrés à une jeune fille bien sous tout rapport. Le loyer donc était de 700 €. On est dans les Alpes, donc les loyers sont relativement élevés. Au bout de 2 mois, la jeune fille ne paye plus.
Et ma maman donc s'enquiert un petit peu du pourquoi. La jeune fille explique qu'elle a des difficultés financières et on n'arrive pas à la sortir pendant 6 mois. Sauf qu'au bout de 6 mois, on s'est rendu compte que la jeune fille avait des colocataires. Elle ne nous payait pas le loyer, elle ne payait pas le loyer de ma maman, mais en plus, elle sous-louait en colocation l'appartement à 3 autres personnes. Donc, on a appris qu'elle leur sous-louait à 400 €, donc elle prenait 1200 € sur un appartement qu'elle ne payait pas. Et on s'est rendu compte que maintenant, c'était devenu la grande mode. C'est-à-dire que vous avez une personne qui rentre dans un appartement, qui prend des colocataires, qui, elle, est la responsable de la location, mais encaisse des loyers et ne paye pas le propriétaire. Ça, c'est devenu une grande mode qui fleurit aussi. Maintenant, on le trouve sur certains sites Internet. J'ai moi-même été restaurateur. J'engage une fille à l'année. Elle a un très bon salaire. Elle me demande si elle peut, si je connais quelqu'un pour lui louer un appartement. Je lui dis oui, bien sûr. Je la remets dans les mains d'une de mes amies, enfin la femme de mon ancien instituteur, qui avait quand même 72 ans, veuve. Elle prend l'appartement. Au bout de 2 mois, comme elle s'était, comme c'est moi qui l'avais poussée à aller chez elle, elle m'appelle et me dit ta serveuse me paye plus mon loyer, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir Christine, je lui dis Christine, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu payes pas le loyer? T'as un bon salaire chez moi, je le connaissais, c'est moi qui lui versais. Elle me dit mais attends, c'est la trêve hivernale, moi j'ai le droit de pas payer le loyer, j'ai une fille. Elle est restée 2 ans et demi avant de se faire sortir sans payer le loyer. C'était volontaire de sa part, elle utilisait la loi française, elle n'a pas pu être sortie parce qu'elle avait une fille de 8 ans, alors qu'elle avait les moyens de le payer. Ce pays marche sur la tête, il faut réformer tout ça très très vite, parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a cette pénurie de location, cette pénurie de biens à louer. Il faut que les associations le comprennent, ça me rend furieux. Est-ce que ça pousse les propriétaires, certains propriétaires, à ne pas mettre en location des logements? Là, je me tourne vers vous, Marcel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. En fait, il y a effectivement dans la location un risque d'impayé ou de dégradation. Ou de il y a des assurances. Et donc, la solution pour sortir de ça par le haut, c'est d'avoir une assurance pour le bailleur. Alors, ça coûte un peu d'argent, il y a la GLI, mais depuis quelques années, il existe une assurance gratuite financée par Action Logement, ça s'appelle Visal. Et donc, j'encourage tous les bailleurs qui ont peur, à juste titre, de subir des impayés. Les impayés, c'est 2% des cas. Mais quand ça vous tombe dessus, évidemment, vous n'êtes pas content. Voilà. C'est pour dire que c'est quand même pas la généralité, parce qu'on entend des témoignages, on pourrait penser que tout le monde ne paye pas son loyer. C'est 2% et c'est comme ça depuis des années. Donc si ça tombe sur vous, pensez à prendre une garantie publique, ça s'appelle Visal. Et c'est ça qu'il faut promouvoir, parce que c'est ça qui permet justement de ne pas opposer les uns aux autres. Voilà. Bien. Revenons sur cette loi. Revenons au squat. Là, nous sommes partis vers les impayés de loyer, mais revenons au squat. Bien. Alors, le texte réduit la procédure judiciaire pour une expulsion, étend la procédure d'expulsion express, sans recours à un juge, au logement vacant. On parlait de cela tout à l'heure. Au logement vacant, vide de meubles. Ce texte concerne aussi les résidences secondaires, parce qu'il y a aussi des résidences secondaires qui sont squattées. Alors, pourquoi est-ce que vous contestez ce texte? Alors, les résidences secondaires étaient déjà considérées comme des domiciles, et donc on peut les expulser quand il y a un squatteur dans votre résidence secondaire en 48 heures. Donc pas quand elles sont vides, monsieur, ou pas en cas de déménagement. Résidence secondaire vide, vous avez une résidence secondaire, elle est vide, il n'y a pas aucun meuble. Ça peut arriver, monsieur. Donc, non, sans meuble. Une résidence secondaire sans meuble. Je considère, désolé de vous le dire, mais si elle est vide, vide sans meuble. On doit pas pouvoir. Non, mais c'est pas parce qu'elle est vide qu'elle doit être squattée. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on prend un logement vacant sans meuble, vraiment vacant. Est-ce qu'on a le droit de le squatter? Non. Mais on passe par vous approuvez la loi alors? La loi qui existe déjà, oui, tout à fait. Ah, mais elle ne le permet pas, non? La loi permet évidemment d'expulser les squatteurs de n'importe quel bâtiment. Non, elle dit juste que la procédure habituelle, c'est de passer par un juge. Mais vous ne connaissez pas la loi, en fait. Vous êtes député, vous ne connaissez pas la loi. C'est très étonnant. Mais la loi actuelle ne permet pas d'expulser des gens qui sont dans un logement vide. Mais bien sûr que oui, en passant par un juge. Non, mais juste vous mentez à la radio, vous êtes député, c'est une honte. Enfin, vraiment, il faut passer par un juge. Et le juge prononce l'expulsion des squatteurs. Là où vous marquez un point, et c'est que ça prend plus de temps que l'expulsion sans jugement, évidemment. Donc parfois, ça prend plusieurs semaines, et vous l'avez dit, parfois plusieurs mois. Les lenteurs de la justice, ça peut être... Oui, il faut agir là-dessus. Moi, ça a pris 16 mois. C'est ce que je dis. C'est ce que 16 mois. Oui. Bon, mais ça, c'est pas logique. Mais on expulse les squatteurs en France. Est-ce que le texte de loi améliore les choses? En quoi il améliore les choses? Alors, dites-nous, vous êtes député, Mathieu Lefebvre, membre de la Commission des Finances. En quoi est-ce qu'il améliore les choses? D'abord, je voudrais dire, moi, toute ma solidarité à l'endroit de cette personne qui, à la douleur de la perte de sa maman, a dû faire endurer
rénover sa maison. Oui. Et ma solidarité avec tous ces petits propriétaires qui ont bossé toute leur vie pour se constituer un petit capital. Et je suis désolé de le dire, c'est pas que des grands propriétaires, pas que des riches qui ont de l'argent jusqu'à n'en plus faire. Ce sont aussi des gens qui ont bossé toute leur vie et qui ont le droit de voir leur loyer payé et payé à juste titre. Sur les loyers impayés, cette loi elle ne criminalise pas les personnes qui ont des difficultés à régler leur loyer. La majeure partie des gens règlent leur loyer à temps. Il y a des gens qui sont tout à fait honnêtes et qui sont en incapacité de régler leur loyer. Cette loi ne change absolument rien pour eux. Ils peuvent le régulariser au gré de leurs difficultés. Cette loi, elle vise à pénaliser les gens qui ont des comportements malhonnêtes, qui sont soit des malhonnêtes professionnels, comme vous l'avez démontré, en publiant sur Internet des guides du squat. Moi, je les ai vus, ces guides, pour bien choisir les maisons à squatter, pour bien choisir son propriétaire, ou qui, résolument, c'était le cas de votre auditeur, disait, mais moi, je vais profiter, entre guillemets, de la trêve hivernale pour ne pas payer mon loyer et sous-louer un appartement alors que j'en ai absolument aucun droit. Il s'agit de faire en sorte d'accélérer les procédures judiciaires et administratives pour que les propriétaires puissent récupérer les loyers impayés et faire en sorte que celles et ceux qui ne payent pas intentionnellement leur loyer puissent être expulsés. Ça n'est pas le cas aujourd'hui et c'est ce que permettra cette loi. Et en ce qui concerne les squats, en quoi ça améliore, en quoi cette loi, à vos yeux, améliore les choses? Il y a aujourd'hui toute une zone grise. Vous avez des gens qui restent, notamment après, à l'expiration de leur bail. Vous avez des gens qui dégradent massivement des logements. Vous avez des gens, en effet, qui se trouvent dans des, je suis désolé de vous le dire, monsieur, de revenir dessus, dans des logements qui sont vides et qui ne peuvent être expulsés parce que le préfet n'y fait pas droit aujourd'hui. Cette proposition de loi, à l'initiative de Guillaume Kasbarian, explicitement rend les choses possibles et fait en sorte que les personnes puissent être expulsées en 72 heures, comme c'est le cas pour des habitations avec meublé. Donc vide ou pas vide. Exactement. Expulsion en cas de déménagement, par exemple. Ah, expulsion 72 heures. Expulsion 72 heures. Si pas vide, c'est une famille qui est installée. Elle ne sera jamais expulsée en 72 heures. Le juge, jamais. Vous l'avez dit, tient compte évidemment de la situation familiale. Mais cette proposition de loi, elle vise aussi à anticiper ces situations, à anticiper et à permettre des relogements beaucoup plus en amont. Alors, j'ai une autre question. Là, je la posais tout à l'heure. Est-ce que squatter un logement, c'est un vol ? Non, c'est pas un vol. La jurisprudence est tout à fait constante. On ne peut pas voler un bâtiment. Je ne sais pas si vous avez très très fort. On ne peut pas partir avec le bâtiment sous le bras. Donc c'est une occupation illégale. Et il y a déjà des procédures en France qui protègent la propriété pour expulser. Mais est-ce que le squatteur vole le propriétaire ? Et non, mais il occupe indûment, illégalement, un bien qui n'est pas le sien. Mais on ne vole pas un bâtiment. Non, ce n'est pas du vol. Vous considérez que quand on ne paye pas un loyer ou quand on occupe c'est pas moi, c'est la jurisprudence constante, ce n'est pas du vol, on ne vole pas un bâtiment. C'est précisément l'objet de l'article 1er de ce projet de loi. Oui, mais il n'est pas encore adopté, monsieur. Il n'est pas encore adopté. Oui, d'accord. Donc vous me posez la question, aujourd'hui ce n'est pas du vol. Vous considérez au plan moral que ça n'est pas du vol? Au plan juridique, ce n'est pas du vol, non. Mais au plan moral, monsieur, moi je vous pose la question. En fait, le plan juridique et le plan moral, dans ce cas-là, s'appliquent de la même manière. Vous pouvez dire que c'est pas bien de squatter, mais ce n'est pas du vol. Vous considérez que c'est pas non plus un meurtre, vous voyez, non, c'est pas du vol. Tout le monde considère que c'est pas du vol, en fait, à part vous. Mais je renverse la question. Vous êtes opposé à ce texte de loi. Évidemment. Et que proposez-vous pour améliorer les choses ? Il faut évidemment sécuriser les propriétaires, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais comment ? Il faut mieux sécuriser avec Visal, il faut l'élargir, l'universaliser. C'est d'ailleurs la promesse d'Emmanuel Macron. C'est lui qui l'a mise en place. Dans le cas Visal, c'est pas Emmanuel Macron qui l'a mis en place. Juste, vous connaissez rien au sujet, c'est manifeste en fait. Ça existe depuis 10 ans. Je sais pas, Emmanuel Macron, l'élargissement de la caution Visal en 2018. Non, il l'a promis. Il l'a promis. C'était en 2018, monsieur. Enfin, le sujet. Dans le cadre elle existait déjà d'un squat. On va pas se battre sur Visal, c'est pas le problème. Non, mais surtout que dans le cadre d'un squat, Visal ne s'applique pas. Enfin, ça, c'est dans le cadre des loyers impayés. Donc il ne faut pas mélanger. Justement, dans le cas du squat, comment faire pour améliorer les choses ? Alors, il y a déjà l'expulsion, ça a été dit, en 48 heures quand on squatte un domicile. Quand on squatte un logement vacant, où il n'y a pas le moindre meuble, souvent des logements abandonnés, mais en fait, l'immense majorité des squatteurs ne squattent pas des domiciles, ils squattent des immeubles vacants, des hangars, des immeubles de bureaux. Mais ça n'est pas vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, juste si je peux finir, dans ce cas-là, le juge, avec les lenteurs de la justice, et ça c'est un problème, mais on peut le résoudre en améliorant la justice, pas en changeant la loi, dans ce cas-là, le juge prononce l'expulsion. Mais après, si on prend du recul, vous me dites quelle est la solution de fond, c'est que les gens n'aient pas besoin de squatter. C'est quand même, enfin, on a l'impression que ça, c'est périphérique, c'est secondaire. Mais si on arrive à régler la crise du logement davantage, vous pensez qu'on vivra dans une société sans crime, sans délit, sans
Non, mais ça, c'est... Non, c'est sans doute jamais, ça. évidemment. Non, mais regardez les squatteurs d'aujourd'hui. Il faut protéger, donc, il faut protéger les citoyens, non? Oui, les citoyens, ils ont aussi un droit au logement. C'est un droit à valeur constitutionnelle depuis 1995. C'est un droit de propriété, monsieur, qui est un droit constitutionnel. Non, le droit au logement aussi, manifestement, vous n'êtes pas au courant de la Constitution. Si, le droit au logement, bien sûr. Propriété également. Oui, tout à fait. C'est pour ça que pour concilier les deux, il faut une politique du logement qui permette aux mal logés de se loger normalement, légalement. C'est ce qu'ils demandent, sans avoir à squatter le bien d'autrui, parce que là, évidemment, ça lèse tout le monde et c'est une mauvaise solution. Mais c'est un pis-aller. Jean Valjean, quand il vole, pour le coup, c'est un vol, un morceau de pain pour se nourrir. Bah oui, c'est du vol, c'est pas bien de voler. 50 bagnes, bonne solution, belle société. Vous avez envie de vivre dans la société des misérables? Moi, en fait, là où je suis très embêté, c'est que vous n'avez pas un mot pour les propriétaires. Vous n'avez pas un mot pour les gens qui ont bossé toute leur vie. Et vous trouvez ça manifestement, vous dites c'est un pis-aller. Comme si ils ne pouvaient pas faire autrement. Et après tout, squatter, c'est quand même la dernière des solutions. Moi, je veux dire une chose, la malhonnêteté n'est pas une réponse au mal logement. Bien. Quelle est la réponse alors, pardon? Alors, on va justement, on va poursuivre le débat. Après la pub, on va poursuivre le débat. Je vais donner la parole aux propriétaires, représentant des propriétaires aussi. Allez, il est 11h29 et vous appelez 0826 300 300. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous parlons des squats, des impayés de loyer. Les propriétaires sont-ils assez protégés en France? C'est la question que je pose pour susciter vos appels. Et Cédric va nous appeler de Béziers. Je vois son téléphone dans un instant, 0826 300 300. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à appeler. Moi, j'ai des questions à poser. D'abord, je voulais donner la parole aux représentants des propriétaires. Eudes Beaufreton, qui est directeur général de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Qu'est-ce que vous vouliez dire pour poursuivre ce débat, le relancer? Ce que je voulais dire, c'est que vous disiez qu'un logement vide, c'était un logement abandonné. Non. Ça n'est pas vrai, c'est pas parce qu'un logement est vide qu'il est abandonné, c'est d'abord la propriété de quelqu'un. Il peut le mettre en vente, ça peut être une période... Il peut en faire ce qu'il veut d'ailleurs. Il peut en faire ce qu'il veut, il peut le laisser vide s'il le souhaite, il l'a acquis, c'est sa propriété, il a quand même le droit d'en disposer, donc vous dites que ça n'est pas du vol, bah si, c'est quand même une entrave à la disposition de l'utilisation d'un bien qui appartient, et ça je suis désolé, c'est une infraction. Ou alors sinon le droit de propriété ne veut plus rien dire en France. Et puis par ailleurs, ce que je voulais dire aujourd'hui quand même, la loi, laquelle est-elle? Quand vous êtes squatteur, vous pouvez être condamné à 1 an de prison et à 15 000 euros d'amende. Quand vous êtes propriétaire, si vous tentez de récupérer votre bien, vous pouvez être condamné à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Tout à l'heure. Et donc il y a une disproportion nette. Et aujourd'hui, quand vous êtes un squatteur, vous avez des droits. Et quand vous êtes un propriétaire, que vous êtes squatté, vous avez des devoirs. Et donc, à un moment, cette disproportion, elle ne peut pas exister parce que précisément, si vous voulez régler le problème du logement, eh bien, il faut que les propriétaires bailleurs puissent sans entrave pouvoir remettre sur le marché leur logement qui va bénéficier à un ménage. Oui. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Non. Est-ce normal qu'un squatteur risque 1 an de prison et 15 000 euros d'amende et un propriétaire qui change la serrure, 45 000 euros et 3 ans de prison? On parle de délits qui ne sont pas les mêmes. Donc comparer l'un à l'autre ne me semble pas très pertinent. Dans un cas, le propriétaire qui fait expulser avec des gros bras, souvent avec de la violence, de l'intimidation des squatteurs, le prive de son domicile, au sens juridique. Vous allez hurler. Oui. Mais... Non, je vais hurler parce que je n'êtes pas d'accord avec la loi. Mais squat n'est pas un domicile. Alors si, bien sûr que oui. Quand vous êtes dans quelque part et que vous avez élu domicile ici, c'est votre domicile. Et il y a une protection et on ne peut vous en priver que par l'autorité publique, la préfecture quand vous squattez un domicile, la justice quand ce n'est pas un domicile que vous squattez. Oui, pour le moment, les propriétaires squattés, ils vont au commissariat et on leur lit leurs devoirs et ils n'ont plus de droits. C'est ça la réalité des choses. Ils ont droit à l'expulsion. Oui, la question, c'est le délai. Parfois, c'est 48 heures quand c'est un domicile. Avec vous, et donc, ça précarise. C'est pas leur domicile. Et ça précarise des propriétaires bailleurs qui finiront par plus mettre en location, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on ne répondra absolument pas à la crise du logement. Exactement. Bien, Cédric veut témoigner. Cédric est à Béziers. Bonjour, Cédric. Bonjour, Monsieur Bourdin. Et Jean-Jacques. Et bonjour à vos invités. Oui, je suis et pour et contre en fait, parce qu'il y a des choses qui sont bien pour le propriétaire. Mon frère est un propriétaire, il a eu des problèmes avec des locataires. J'ai vu moi dans un village à côté de chez moi, une mamie qui est partie en vacances avec son mari, elle est revenue en fait. Des gens ils sont partis 1 mois et demi en Bretagne. Ils sont venus, des Roms, pom-pom, ils sont rentrés dans la maison, ils ont foutu le bordel pendant
4 ans, elle n'a pas pu rentrer chez elle. 4 ans. Alors, 4 ans. Alors là, je m'arrête. Vous disiez, comment se fait-il que pendant 4 ans, vous ne croyez pas, Cédric? Attends, c'est des gens qui sont partis en vacances et qui sont revenus chez eux, leur résidence principale. Oui. Et on met 4 ans à les expulser. Je demande à voir, excusez-moi. Cédric, c'est vrai ou c'est faux? Allô? Oui. C'est vrai ou c'est faux? Parce que Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre ne veut pas le croire. C'est vrai, il suffit simplement qu'ils aillent voir sur Internet les 2 personnes qui ont été délogées de chez elles lorsqu'ils sont partis en vacances avec leur camping-car. Ils sont rentrés, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y avait une famille de 5 Roms qui sont arrivés là, puis après il y a eu les autres, puis après il y a eu les autres, et à la fin du compte, en fait, la personne n'a même pas pu rentrer chez elle, elle était chez elle. C'est là où je trouve... Et je crois que cette loi, elle peut être bien, mais il faut vraiment faire du cas par cas. Parce qu'il y a des squatteurs, des vrais squatteurs, je parle de vrais squatteurs, des gens qui savent qu'une personne n'est pas là, ils vont rentrer dans cette maison, ils vont changer les verrous, et la personne se retrouve en tant que propriétaire et bâtiment principal, se retrouve avec plus rien, et ils sont à la rue. Ils ont dû vivre à l'hôtel pendant des mois et des mois. Je trouve ça aberrant. Je crois que c'est 33 régions qui en avaient parlé, donc je ne l'ai pas inventé. Mais à côté de ça, après, il y a des propriétaires aussi qui, moi j'ai eu droit, j'habitais à côté de Pézenas, j'ai expliqué qu'en fait j'avais de l'eau qui rentrait parce qu'il y avait un gros trou dans la toiture. La propriétaire m'a dit, et je m'en fous du moment que tu payes tes loyers. Ah oui, ben ça a été simple, j'ai fait ma loi moi-même, il a fallu que je coupe mes loyers, que je les mette de côté sur un compte séquestre sans me demander à la justice, parce qu'en fait c'est tellement long qu'en fait il n'y a pas lieu de faire bouger les choses. Du coup, ben, j'ai dû faire ma justice moi-même, et quand elle a vu qu'au bout de 7 mois il n'y avait plus de loyer qui rentrait, elle a bien daigné faire les travaux. C'est quand même aberrant. Donc je pense qu'il y a du cas par cas un petit peu partout. Ça, c'est vrai. Vous avez raison. Merci, Cédric, pour ce témoignage. Oui, je m'adresse aux propriétaires, aux représentants des propriétaires. Il y a des propriétaires qui, eux aussi, transgressent la loi. Oui, alors des exceptions, il y en a partout, et ce qu'on dénonce tout à l'heure depuis tout à l'heure dans les squats sont les squatteurs professionnels qui sont des mafieux, enfin on peut le dire, et on le voit bien, donc c'est presque un crime organisé ou un délit organisé. Et c'est vrai de la même manière, il y a des propriétaires qui font parfois aussi ce qu'ils peuvent, et parce que il y a quelque chose qui me choque dans ce que vous dites, il suffit de saisir la justice, mais encore faut-il en avoir les moyens intellectuels et financiers, et c'est pas à la portée de n'importe qui, quand vous êtes squatté ou dans le cas de loyer impayé, d'en avoir les moyens intellectuels ou financiers. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'UNPI existe et qu'on a des adhérents, puisqu'on les accompagne dans ces difficultés-là. Et il faut savoir quand même par ailleurs qu'en général, les propriétaires, enfin en tous les cas, nous c'est ce qu'on constate à l'UNPI, sont des gens qui entretiennent leurs biens, parce qu'un bien qui est loué, c'est d'abord leur propriété et c'est leur bien. Donc ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il soit dégradé, puisque de toute façon, finalement, c'est détériorer leur propre patrimoine. Donc les propriétaires sont en général pas idiots à ce point-là. Mais qu'est-ce que vous conseillez à un propriétaire qui est victime de squat? Qu'est-ce que vous lui conseillez? D'abord, c'est effectivement de soutenir un rééquilibrage juridique à travers le vote de cette loi qu'on encourage et qu'on salue, parce qu'effectivement, il faut que chacun assume ses responsabilités de manière juste et équitable. Et comme je l'ai démontré tout à l'heure, ça n'est pas aujourd'hui juste et équitable. Et puis, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a une vraie question de société à se poser sur ces gens qui ne peuvent pas se loger aujourd'hui. Mais je rappelle quand même que la France est le 2e pays de l'OCDE le plus taxé. Faut le dire, on est le 2e ou 3e pays de l'OCDE le plus endetté, et que malgré ça, malgré tout cet argent qui est mis sur la table, on rencontre encore ces difficultés. Donc moi, je voudrais qu'on élève le débat et qu'on se pose la question de où est-ce que passe l'argent des contribuables. Et les propriétaires sont des contribuables, souvent à 2 titres, soit à travers les taxes foncières, comme je le disais, et depuis la suppression de la taxe d'habitation, ce sont quasiment les seuls financeurs de la dépense publique locale. Et puis, au titre de l'IR, et je rappelle quand même que 58% des ménages aujourd'hui ne payent plus d'impôt sur le revenu, donc ne contribuent plus à l'effort national, et donc ils finance également ça. Et quand tout cet argent est sur la table, plus celui de la dette, eh bien, on se retrouve dans cette situation-là. Donc oui, je pense qu'il y a un problème du logement qui est beaucoup plus large. Est-ce qu'ailleurs en Europe, les propriétaires sont mieux protégés qu'en France ? Écoutez, dans d'autres pays européens. Est-ce que vous êtes allé voir? Ça dépend des pays. Vous prenez des pays comme l'Allemagne, il y a beaucoup plus de marchés locatifs qu'il n'y en a en France. Vous prenez des pays comme le Portugal ou l'Espagne, il y a un marché, le volume ou le nombre de propriétaires immobiliers occupants est beaucoup plus important. Donc vraiment, il n'y a aucun pays qui se ressemble. Moi, je pense qu'effectivement, encourager à la propriété et donc de pouvoir faire en sorte que les gens puissent se loger en étant propriétaires occupants,
préoccupant. Je pense que ça devrait être une priorité et c'est ce que cherche d'ailleurs n'importe qui d'entre nous, c'est de se sécuriser avec un toit sur la tête et il me semble que c'est ce qu'on devrait encourager. Alors, 2 questions. Est-ce que cette loi, selon vous, criminalise les impayés de loyer ? Ah ben c'est pas selon moi, c'est la loi. Elle prévoit donc de considérer les personnes en impayé de loyer qui sont condamnées à l'expulsion comme des voleurs. C'est l'article 1. Et donc, à ce titre, le vol, ça peut être condamné. Alors, on verra si ça évolue là demain, jusqu'à 10 années de prison. Donc évidemment, j'imagine qu'aucun juge va envoyer en prison 10 ans. Non. Mais enfin, si c'est même 6 mois ou 1 an en prison des gens parce qu'ils n'ont pas pu payer leur loyer, on change de société un peu quand même. Jusqu'à présent, on considérait que des ménages en impayés, et on considérait, parce que nous on le voit à la Fondation Abbé Pierre, on accompagne des milliers de personnes dans ce cas-là, dans l'immense majorité des cas, ce ne sont pas des gens de mauvaise foi, c'est des gens qui ont eu un accident de la vie, un licenciement, un accident... Ça ne change rien pour ces personnes, monsieur. Bien sûr que oui. Absolument. S'ils sont en impayés condamnés à l'expulsion, ils sont considérés comme des voleurs occupants sans droit ni titre. Le bail est résilié, vous êtes un voleur, monsieur, madame, voici la direction de la prison. C'est quand même... Alors, est-ce que la loi sera appliquée ? Peut-être pas. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, je suis désolé de vous le dire. L'article 1... la majeure partie des locataires payent leur loyer. Alors, il faut le rappeler. Ensuite, vous avez une minorité des locataires qui se trouvent en difficulté pour payer leur loyer et qui parfois les régularisent avec un petit peu de retard. Est-ce que ces locataires-là risquent la prison ? Non, absolument pas. Pourquoi ? Mais absolument pas, monsieur, parce qu'ils vont les régulariser. En revanche... ils vont les régulariser. Avec quel argent ils vont les régulariser ? En revanche, ce que cette loi fait, c'est que dans des cas d'intentionnalité manifeste de malhonnêteté, des gens qui... c'est le juge qui décidera s'il y a intention manifeste. Évidemment. Et comme vous voyez, cette personne qui évoque les cas de sous-location, une personne qui sous-loue un loyer, qui sous-loue un appartement dont elle ne paye elle-même pas le loyer, est-ce que vous ne considérez pas que c'est du vol ? Moi, je considère que c'est du vol. C'est du vol. Je pense que la proposition de loi a raison. Quelqu'un qui occupe un appartement qui ne paye pas son loyer, c'est déjà un délit. Il n'y a aucun souci, c'est pas la peine de changer la loi. C'est un délit, mais est-ce que bien sûr. Est-ce que c'est du vol ? Non, c'est pas, elle vole pas. Vous ne pensez pas qu'elle vole le petit propriétaire ? Non, mais c'est un délit, c'est tout à fait délictueux, c'est tout à fait à condamner. Répondez à la question. Mais juste juridiquement, est-ce que cette personne est condamnée ? Est-ce que dans les faits, la justice la condamne ? Elle devrait l'être, je ne sais pas si elle l'a été. Non, mais je suis d'accord, mais est-ce que dans les faits, vous avez constaté... On n'a pas le droit de sous-louer sans l'accord du propriétaire, avec un montant de loyer supérieur à ce qu'on doit au propriétaire, et qu'en plus on ne paye pas son loyer. Ça, c'est tout à fait délictuel, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Juste par ailleurs, sur les procédures permettant de récupérer des loyers impayés. À la Commission des affaires économiques, le président Kasbarian a auditionné des personnes qui ont mis parfois 2 ans, 3 ans, 5 ans avant de pouvoir expulser des gens qui ne payaient plus leur loyer parce qu'ils étaient de mauvaise foi, alors que leurs ressources leur permettaient de payer leur loyer. Il s'agit, avec cette proposition de loi, d'accélérer toutes les procédures administratives et judiciaires pour faire en sorte d'expulser des gens qui, de façon tout à fait malhonnête, ne payent plus leur loyer. Mais je ne veux pas qu'on laisse accroire l'idée selon laquelle cette proposition de loi criminalise des gens qui auraient une difficulté de paiement de façon passagère. De Beaufreton. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que la majorité des propriétaires bailleurs, en tous les cas, c'est ceux que nous on rencontre à l'UNPI et qui sont membres à l'UNPI, c'est que ils cherchent d'abord des solutions avec les locataires qui ne peuvent pas payer leur loyer, parce qu'évidemment qu'ils n'ont pas intérêt à aller au contentieux. Tout le monde est perdant. Et donc, moi, j'ai rencontré nombre de bailleurs qui proposent des réductions de loyer quand manifestement il y a des difficultés, parce que tout simplement, et même d'une logique purement économique, ça leur coûte moins cher que de retrouver des nouveaux locataires. Et donc, la majorité des bailleurs sont des gens honnêtes, qui sont compréhensifs des situations. Ça, c'est la première étape, qui est celle d'une sorte de conciliation pour faire en sorte que les choses se passent bien. Et puis, quand manifestement, ça ne peut plus durer, eh bien, les tribunaux sont saisis, et les tribunaux sont quand même assez complaisants et cherchent des solutions. Il n'y a aucun tribunal pour qui la sanction tombe comme un couperet et qui prononcerait une expulsion immédiate. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on en arrive au bout de toutes ces solutions, effectivement, on en arrive à une sorte d'impossibilité de rester dans les lieux. Moi, il y a une chose que je remarque, c'est que quand j'organise ce genre de débat, c'est rare, il n'y en a pas beaucoup sur les antennes, j'ai un afflux de témoignages. Donc moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais par exemple, Pascal, qui nous appelle et nous dit « Mes parents ont été squattés pendant 2 ans ». On va écouter ce qu'a dit Pascal, jusqu'après la pub. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, dernière partie de ce débat, les témoignages affluent, Pascal et Florence. D'abord, Pascal, qui est à Perpignan. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Alors, vos parents ont été squattés? Oui, effectivement. Alors, mes parents ont été squattés pendant plus de 2 ans. Oui.
Alors, c'est des gens tout à fait ordinaires. Hein. Mes parents, ils ont travaillé toute leur vie. Papa artisan mécanicien, maman fonctionnaire. Mmh. Ils ont construit leur première maison au début de leur mariage, avec l'aide de leurs parents. Oui. Quand la maison a été finie de payer, ben, les enfants étaient déjà grands, nous, parents. Oui. Ils en ont construit une autre. Oui. Et ils se sont dit, puisque papa aurait très peu de retraite et maman pas beaucoup plus, ils ont dit on va louer la première maison et comme ça va nous compléter le revenu. Bien sûr, bien sûr. Oui. Et il se trouve que la première fois qu'ils mettent la maison en location, au bout de 2-3 mois, le locataire ne paye plus le loyer. Ne paye plus du tout. Donc, et l'impayé de loyer se transforme en squat. En squat, voilà. Mais en attendant, dans le village où il loue la maison, l'eau n'est pas pris en compte, n'est pas facturée sur le locataire, mais sur le propriétaire, qui doit, lui, la refacturer au locataire, en fait. Oui. D'accord ? Donc, mes parents ont eu, en plus, à leur payer l'eau, la consommation d'eau, avec les assainissements et tout ce qui va avec. Du locataire, de la famille qui ne payait pas son loyer. Oui, et les taxes foncières, puisque un bien, quand ça vous appartient, vous avez des taxes foncières à payer. C'est normal, ça. Voilà. Donc, ils se retrouvent, eux, en découvert chaque mois. Ils se sont retrouvés avec des problèmes avec la banque et tout, puisque... Mais bien sûr. Ça s'est terminé comment, Pascal ? Eh bien, au bout de 2 ans, quand même, une fois qu'on a saisi un juge et puis des huissiers, qu'on a payé plus de 7 000 euros pour pouvoir payer tout ça. Oui. On a pu quand même récupérer 6 999 euros de loyer impayé, voilà. D'accord. Et ces locataires avaient pourtant des cautionnaires. Ah, ils avaient des cautions. Ah oui, ils avaient des personnes qui s'étaient portées caution. Ah oui. Voilà. Bon. Voilà où on en est. Bon, et là, aujourd'hui, la situation ? La situation, ça y est, ils sont partis. Oui. Mes parents ont bien mis presque un an à réfléchir, à savoir s'ils allaient la relouer ou pas. Parce qu'au final, les charges, s'ils la louaient pas, ils avaient quand même le foncier à payer. Oui. Mais ils n'avaient pas l'eau. Bah oui. Et alors, ils l'ont remis en location ? Ils l'ont remise en location ? Ils l'ont remise en location, ils ont dit on fait un deuxième essai. Bon là, pour l'instant, ça se passe bien. Et ça se passe bien, bon. Oui, mais ce que je trouve aberrant, c'est qu'il n'y ait rien pour le propriétaire. Quand le locataire ne paye pas, lui doit quand même, à côté de ça, continuer à payer le foncier, par exemple. Ben oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas, merci Pascal, suspendre les taxes foncières dans ces cas-là ? Je ne sais pas, non. Enfin bon, moi je m'adresse aux députés. Pourquoi pas ? C'est une idée, en tout cas, ce que propose la proposition de loi, c'est d'exonérer le bailleur de l'entretien du local pendant que le bien est squatté, ce qui est. Mais là, en l'occurrence, vous avez raison. Mais en l'occurrence, le bailleur est même obligé de payer les factures d'eau. C'est pour ça qu'il faut résoudre de plus en plus rapidement ces solutions. C'est l'absurdistan. Quand on voit qu'on est obligé de payer pour des gens qui vous volent, dans quel monde vivons-nous ? Donc moi, qui consomment sans souci, puisque c'est... Ah bah évidemment qu'ils consomment sans souci, mais je suis désolé de vous le dire, ce sont des discours consistant à dire que c'est un pis-aller qui font que on accepte ces situations. Et nous, avec la majorité, on ne les accepte pas. Et précisément parce qu'on va avoir une action très très rapide pour faire en sorte d'expulser ces personnes, les gens auront évidemment absolument pas à payer. Je voudrais un dernier témoignage. Florence, qui est à Toulouse. Bonjour Florence. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Florence, vous avez un petit témoignage rapide à nous donner, Florence. Alors, je vais être rapide, oui. Le bien que j'ai mis en location, c'est de la même origine pour ma maman, parce qu'ils ont travaillé toute leur vie, elle ne touche que 560 euros de retraite, donc évidemment, un petit loyer, c'est quand même complémentaire. Bien sûr. Donc, je voudrais dire à M. Domergue quand même que tous les propriétaires ne sont pas à mettre au pilori non plus. Hein. C'est des gens qui ont travaillé toute leur vie pour ça. Et qui se retrouvent des fois en difficulté et qui heureusement eux ont épargné et voilà, et ont obtenu des biens. Nous avons une locataire, elle est tombée au chômage cette dame. Elle est restée 4 mois sans pouvoir nous payer et on l'a laissée et on a dit que c'est pas grave. Elle est restée tranquille et qu'elle nous a tout remboursé cette dame. Et ma mère est rentrée dans ses biens, dans ses fonds. Ben ça, c'est formidable, Florence. Voilà. Comme quoi, même un propriétaire qui pourtant ne roule pas sur l'or est capable d'être humain aussi. Ben, bien sûr, mais bien sûr, Florence. Et le propriétaire et le locataire qui n'arrivent pas à payer un temps parce qu'il a rencontré des difficultés dans la vie, eh bien,
peuvent trouver un accord et une solution à l'amiable. Quand les gens sont honnêtes, bien sûr. Et quand les gens sont de bonne volonté, on peut parler. Et bien je sais pas que, voilà. Et M. Domergue, il faut tous les propriétaires ne sont pas des riches et des mauvais et des méchants. Merci Florence, vous êtes interpellée. Dites-moi, Manuel Domergue. Je ne sais pas si c'est moi qui suis interpellé, puisque je ne me souviens pas avoir dit que tous les propriétaires étaient des méchants et des riches, etc. J'ai rappelé quelques chiffres de l'INSEE, qu'ils appartiennent majoritairement, pas tous, aux catégories les plus aisées. Et encore une fois, dans le cas de celui-ci ou celui précédent, c'est une question assez banale d'impayé de loyer. Et dans ce cas-là, la meilleure solution serait que les propriétaires soient garantis en cas d'impayé. Et ça peut être quelque chose qui permette de solutionner les 2% de cas d'impayé. Et ça permettrait... Garantie sur les loyers, mais garantie aussi pour tous les frais annexes. Oui, je mais parle bien sûr, mais tout à fait. Évidemment, la taxe foncière, et puis l'eau, et puis... La taxe foncière, c'est la taxe foncière. Ça, on ne va pas la payer à la place des propriétaires, mais qu'ils soient indemnisés des loyers qu'ils ne reçoivent pas pendant quelques mois, le temps qu'on se retourne vers ces locataires pour savoir est-ce qu'ils peuvent reprendre le paiement du loyer, est-ce que s'ils ne le peuvent pas, au-delà des quelques mois, est-ce qu'il faut envisager un changement de logement. Et je voudrais préciser que la première décharge des propriétaires bailleurs en général et petits propriétaires bailleurs, c'est le remboursement d'emprunt. Faut pas l'oublier, c'est-à-dire que dans un premier temps, en tout cas, aussi permettre je sais pas moi, permettre aux propriétaires d'étaler les remboursements d'emprunt. Oui, mais encore une fois, s'ils sont indemnisés sur les loyers impayés, ils peuvent reprendre le paiement de la taxe foncière, de leur crédit normalement. C'est ça la meilleure solution. Tout à fait, mais c'est le sens de la loi, c'est d'accélérer les process de manière à ce que vous n'ayez pas X mois à assumer parce que vous n'avez pas nécessairement la trésorerie. Et puis, le coût de la vie, l'inflation, ça touche autant les propriétaires, y compris les petits propriétaires bailleurs, que n'importe quel Français en difficulté. Donc, ce ne sont pas des gens qui sortent du lot et qui ont une manne comme ça. C'est pas vrai. Bien, merci messieurs d'être venus nous voir ce matin pour débattre d'un sujet ô combien concret qui concerne la vie de beaucoup de Français. Merci d'avoir été avec nous. Il est 11h57. Vous êtes sur Sud Radio. Un peu d'infos et ensuite nous parlerons de toute autre chose, des paris sportifs qui flambent en ce moment. Et parallèlement aux paris sportifs, qu'est-ce qui flambe? L'addiction au jeu d'argent. Il est 11h57.